questions, c'est sympa Bon, d'échanger. oui, 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 c'est court en plus. Hein. Exactement. Oui, Pas de problème. Moi, je vais retourner sur le stand et Dominique, la secrétaire générale, va vous ouvrir, vous annoncer. d'accord. Et puis, tout ça va prendre 5 minutes, D'accord. même pas, 30 secondes. Et elle sera là pour vous accompagner. Si vous avez un problème technique, c'est le Oui, technicien, je vais voilà, lui j'ai faire bien le compris. petit mot. Et Isabelle Palmier, qui est la directrice, devrait rejoindre la salle, vous la verrez à D'accord. la fin. Très bien. Très bien. Et du coup, elle passera le micro ou Dominique.
Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Dominique Schneider et je suis secrétaire générale d'ICOMOS France. Et à ce titre-là, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence qui va certainement être tout à fait passionnante. Alors, juste un tout petit mot sur ICOMOS, qui est une organisation internationale, une ONG internationale qui travaille à la conservation, à la protection du patrimoine, des monuments et des sites plus particulièrement, et qui s'investit beaucoup dans la réflexion et la doctrine, en particulier autour de tout ce qui touche au patrimoine mondial. Cette organisation internationale a des groupes de réflexion, des comités scientifiques et, entre autres thèmes, travaille beaucoup sur le thème du patrimoine du XXe siècle, l'architecture du XXe siècle. C'est pour ICOMOS France, qui est un des comités les plus dynamiques et les plus importants mondialement, puisque nous avons 1300, même peut-être un peu plus, membres qui participent au comité français de l'ICOMOS. Donc c'est un thème de réflexion qui nous intéresse énormément, sur lequel de nombreuses réunions de groupes de travail ont eu lieu et qui débouchent maintenant sur une série d'actions, dont cette conférence là sur la ville du Havre qui va vous être présentée aujourd'hui, et un prochain colloque sur le ciment qui va avoir lieu à Grenoble à la fin du mois de novembre. Et je vous invite à aller sur notre site, donc icomosfrance.com, et de vous tenir informé des réflexions que nous menons sur la problématique de l'architecture du XXe siècle, qui nous tient tout à fait à cœur. Le patrimoine, ça n'est pas que le patrimoine ancien. Voilà, alors je suis très heureuse d'accueillir Madame Laurence Le Sieux, qui est, je vais préciser un peu ce qu'elle fait. Elle est directrice de la valorisation du patrimoine culturel de la ville du Havre. Et évidemment, comme la ville du Havre est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le dossier UNESCO, je pense, est un de ces dossiers prioritaires sur lequel elle travaille à 80% de son temps, peut-être plus ou moins, je ne sais pas. Je vous laisse la parole et je vous remercie de l'écouter avec intérêt. Merci. Je vais vous parler d'une ville particulière et typée, donc Le Havre, qu'on a tendance à peut-être à ne voir qu'à travers maintenant le patrimoine de la ville reconstruite par Auguste Perret et son atelier, mais qui présente des particularités architecturales qui dépassent largement cette problématique de la reconstruction du centre-ville. Donc, je vais vous faire un peu un point de ce qu'est cette ville et essayer de vous communiquer en quoi l'inscription au patrimoine mondial a pu avoir des effets tout à fait importants sur la renommée de cette ville. Donc, d'abord, Le Havre, c'est une ville, mais c'est aussi un port. La mer y est partout présente, à la fois à l'intérieur de la ville avec les bassins qui se glissent à travers les groupes d'habitation. C'est un port important. C'est le premier port conteneur de France, le premier port mondial pour les vins et spiritueux, ce qu'on sait peu, avec tout notre vin, l'exportation passe par Le Havre. Et puis bon, d'autres aspects qui font l'économie de ce grand port. C'est donc un centre reconstruit par Auguste Perret et son atelier et qui a été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial en 2005. Ici, la photo de la table rase qui est devenue le champ de travail de Auguste Perret et son atelier. On voit combien la limite des bombardements est marquée. En fait, les bombardements qui ont détruit la ville a été bombardée tout au long de la guerre, parce que c'était un point stratégique, mais surtout, elle a été bombardée au moment de sa libération, les 5 et 6 septembre 1944. Et ces bombardements ont complètement détruit le centre-ville, qui était un centre ancien, qui était un centre insalubre, il ne faut pas l'oublier, hein, c'était essentiellement des maisons du XVIIIe siècle, c'était le quartier du port, donc avec des immeubles étroits, sans commodité, etc. Et donc Le Havre était une des villes les plus, pour ce quartier-là, une des villes les plus insalubres de France. Donc, bon, voilà.
Donc, à la fin de la guerre, on avait 80 000 sans-abri au Havre, ce qui est assez conséquent. Et donc, il a fallu rebâtir tout cela. Donc, on voit ici le champ de la Table Rase avec l'avant-port sur le côté gauche, le bassin L'Anse Notre-Dame, puis le bassin du Roi, qui sont les bassins d'origine de la ville, et en transversal à droite, le bassin du commerce. On aperçoit des masses sombres qui sont les bâtiments qui ont subsisté, la cathédrale Notre-Dame et le muséum que nous allons conserver. Ici, le plan de reconstruction d'Auguste Perret qui a voulu conserver des trames dominantes de la ville. Il faut savoir que Le Havre, qui a été construit en 1517 par François Ier, donc une ville neuve à son époque, avait fait l'objet d'un plan d'urbanisme confié à Jérôme Bellarmato, et que les rues avaient déjà un tracé orthonormé tout à fait précis et décisif. Et donc Auguste Perret, je crois qu'il ne doit pas y avoir de flèche ou je ne sais pas la faire fonctionner, on va voir si j'y arrive. Auguste Perret a défini ce qu'on appelle un triangle d'or. Ici, le boulevard François Ier, qui est la limite d'Ancien Rempart. Ici, la rue de Paris, qui débouche sur l'Hôtel de Ville, et l'avenue Foch, que Auguste Perret a défini comme une place importante, qu'on appelle la Porte Océane, et qui ouvre sur l'océan, enfin sur la Manche en l'occurrence. Et puis il a aussi considérablement travaillé la façade sud, ici, qui va être en réaménagement dans les années à venir, parce que c'était la façade qui ouvrait directement sur le trafic portuaire. Maintenant, le trafic portuaire s'est déporté plus à l'est, puisqu'on a affaire à des porte-conteneurs de fort tonnage et qu'on a dû construire un port en dehors de la ville ancienne. Donc, voici la maquette où on voit bien l'apparition du triangle d'or et la disposition de cette ville. Au pied de ce qu'on appelle la costière, il y a une falaise calcaire qui domine la ville. Et donc, en fait, on a affaire à une ville haute et une ville basse. Du deuil à l'appropriation, il faut savoir que ce bombardement a effectivement traumatisé la population pour plusieurs raisons. La disparition soudaine d'un nombre d'habitants conséquent, la disparition de la ville ancienne, on a donc la nostalgie de la ville d'avant-guerre, et puis les bombardements sont jugés inutiles et injustes, parce que ce sont des bombardements alliés au moment de la libération, et stratégiquement, personne ne voit l'utilité de ces bombardements, d'autant plus que la population n'a pas été évacuée. Donc il y a un grand mystère qui a plané sur ces mobiles. Et des récentes découvertes de documents l'année dernière ont permis de préciser un petit peu le pourquoi de la non-évacuation de la population, mais plane toujours de façon latente cette espèce d'injustice, ce qui fait que la population a du mal à s'approprier cette nouvelle ville, y compris dans les générations qui suivent. Et on a fait des colloques, par exemple, en 2014, sur cette problématique de la résilience. Donc on a un gros travail depuis le début de la valorisation de ce patrimoine sur cette appropriation du patrimoine de la reconstruction par la population. Voici un aspect de ce qu'était la ville avant la destruction de 1944. Il faut savoir aussi que dans les années 50-60, Le Havre a été le symbole du redressement de la France. D'abord, Auguste Perret a eu un vaste champ de travail. C'était un architecte de renom qui a eu là vraiment de quoi mettre en œuvre toute sa théorisation à la fois du béton, de la préfabrication. Cette ville était le symbole de la modernité avec les nouveaux modules de confort, la lumière qui pénètre à l'intérieur des espaces complètement modulables, le confort moderne, etc. C'est une ville qui a été la ville d'accueil de la première c'était musée Maison de la Culture de France. Donc il y avait une volonté de l'État d'en faire vraiment un fleuron. Et ça a été le port d'attache du plus grand paquebot du monde à l'époque, qui était le France. Et puis les années, donc on voit ici le chantier de reconstruction avec au premier plan les Isaïes, qui ont été les modules d'expérimentation de la reconstruction d'Auguste Perret à partir d'une trame particulière, qui est la trame de 624, qui est déclinée à la fois sur la dimension
des îlots, sur la dimension entre poutraison. Enfin, cet étalon, en fait, donne une harmonie à l'ensemble de la construction et de la ville. Et on voit derrière tous ces îlots d'habitation provisoire, les baraquements qui logent les habitants en attendant qu'ils ne puissent avoir la livraison de leur nouveau logement. Donc ici, le musée André Malraux, qui, de nos jours, mais qui a été aussi le symbole de la reconstruction. C'est Guy Lagneau qui en a été l'architecte, et le Paraloum était de Jean Prouvé. Il a fait l'objet d'une campagne de restauration en 95-99 qui a été confiée à Emmanuel et Laurent Baudouin. Le France, dans les années 70, problème de chômage, malgré qu'on parle toujours des 30 glorieuses, quand même, l'économie tente un peu à trouver à la fin des années 70 un petit frein. Le Havre, ville de gauche, communiste, est perçue comme froide, grise, Stalingrad-sur-Mer, comme une ville rouge et ouvrière, et est assez délaissée. Comme symbole, le France se retrouve au quai de l'oubli. Dans les années 80, la municipalité pense qu'il convient de réhabiliter la ville, c'est-à-dire de la rendre plus agréable et de conserver ce qu'elle juge comme étant vraiment un patrimoine intéressant. C'était assez novateur. Dans ces années-là, on n'était pas encore avec cet attachement à la modernité. Donc les aménagements commencent par les aménagements du front de mer qui sont confiés à Alexandre Chemetov. Et puis le service de l'inventaire fait un énorme travail sur la reconnaissance des bâtiments. Dans les années 95, Joseph Abraham, qui travaille et qui est le grand spécialiste historique d'Auguste Perret, réfléchissent à une valorisation. Sont mis en place des groupes de travail avec les commerçants, avec les habitants, pour arriver à définir un peu les préconisations à mettre en œuvre pour conserver ce patrimoine. 2005-2015, c'est l'inscription et les 10 premières années de l'inscription. Et puis actuellement, on réfléchit à une gestion qui, bien sûr, évolue. Donc en 2001, on obtient le label Ville d'art et d'histoire. C'est la première étape de la reconnaissance des efforts faits. Aujourd'hui, je dois vous parler des échos touristiques et de la politique touristique mise en œuvre par la ville. Il faut savoir donc que pour la valorisation de ce patrimoine, il y a eu d'abord il y a eu des outils qui ont été mis en œuvre, de la ZPAUP qui devient SPR maintenant, à tous les outils classiques de protection, et des groupes de parole pour faire remonter les souvenirs, la mémoire, etc. Et des groupes d'appropriation avec les propriétaires, les commerçants, les usagers, etc., de façon à ce que la sensibilisation à ce qui était fait, à la politique de ravalement mise en œuvre, aux contraintes liées effectivement à ces mesures prises pour la protection de ce patrimoine, passe bien et soit bien entendue. À ce moment-là, dans les premières années, l'offre touristique, elle est quand même essentiellement tournée vers le tourisme de congrès, le tourisme d'affaires. L'offre touristique patrimoniale s'articule, comme elle le fait maintenant, autour du XXe et aujourd'hui du XXIe siècle. L'architecture balnéaire, déjà, et du XIXe siècle, parce que le centre reconstruit donc, se trouve juste à la pointe de l'estuaire. Et ensuite, la ville s'est développée en arcs de cercle qui vont vers l'est. Et donc, c'est vraiment la pointe qui a été bombardée, détruite, et tout ce qui concerne à l'extension, tout ce qui correspond à l'extension du XIXe siècle a été préservé, protégé, et on est en train de travailler sur une ESPR concernant cette partie-là de la ville. Bien sûr, le patrimoine maritime et portuaire, les musées et les festivals. Donc ça, c'est un exemple d'architecture balnéaire avec William Cargill, qui était l'architecte qui a construit la maison du papa de Georges Braque, qui se trouve en bord de mer toujours, qui a été épargnée par les bombardements. Donc, politique touristique, l'Office de tourisme du Havre est un des plus anciens de France.
donc axe du tourisme d'affaires et de semaine. Et voilà, il fallait renforcer absolument l'offre d'hébergement, de restauration, d'activités commerciales. Et donc tout le travail effectué en 95-2005 a été très efficace. Donc 15 juillet 2005, inscription sur la liste du patrimoine mondial. Cette reconnaissance a un fort impact au-delà du Havre. Les Havrais ont un peu de mal à comprendre pourquoi leur ville a été choisie. On a toujours cette difficulté, c'est bon. Il y a mais une grande fierté, très grande fierté. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'interrogation, un petit peu quand même, mais bon. Voici une année après l'inauguration de la plaque dans le cadre d'un colloque qui avait été organisé sur Tel Aviv, Chandigarh, Brasilia, Le Havre. Suite à cette inscription, bien entendu, on étoffe l'offre. Cet enrichissement de l'offre rentre dans la problématique de la gestion, qui était présentée avec le dossier d'inscription sur la liste. En 2006, on reconstitue un appartement témoin parce que en fait, l'architecture, c'est quand même habité. Et qu'au moment de la reconstruction, il y a eu de nombreux salons qui présentaient voilà, le mode d'habiter nouveau. Et Auguste Perret et René Gabriel ont constitué un appartement type qui a été présenté à Paris et qui a été présenté aux futurs habitants de ces appartements-là. Donc on a en cœur de ville, dans les Isaïes, un appartement témoin de la reconstruction du mode de vie, du mode d'habiter à cette époque-là. Puis ensuite, différents colloques, différents sujets d'études qui ont contribué à affiner la connaissance à la fois de l'œuvre de Perret, mais Perret a travaillé avec des centaines d'architectes, donc il y a beaucoup de travail, même s'il a donné les grands axes de la reconstruction et la base schématique dans laquelle devaient s'inscrire les architectes. Chacun a quand même eu un peu sa main à y mettre, et puis il y a eu une évolution. La reconstruction, c'est quand même 15 ans, donc il faut aussi travailler l'ensemble de ces données. Et puis des manifestations populaires autour de la mise en valeur de ce patrimoine. Donc voici vue de l'appartement témoin. Ça, c'est la chambre des enfants, meublée par René Gabriel. Deuxième, je suis arrêtée en 2015. Oui, donc création de la direction de la valorisation culturelle en 2011, création d'une revue patrimoniale, ouverture de la maison du patrimoine qui est en plein cœur de ville, et puis continuité de la reconnaissance par les experts et les non-experts de ce patrimoine. Donc voici la revue qui donne à découvrir, qui touche un public. En fait, elle est vendue par correspondance et disponible sur Le Havre, mais elle a un tirage qui monte de plus en plus, et elle donne à découvrir les patrimoines havrais dans leur diversité et surtout dans des aspects très méconnus. Donc voilà, ce sont des petites niches qu'on va chercher à travers cette revue. La maison du patrimoine en cœur de ville sur la place Perret, qui a été réhabilitée et qui fonctionne maintenant très bien. C'est une place qui était un peu désertée et puis on l'a un peu modifiée, et donc maintenant elle a vraiment une fonction de place et de lieu d'échange. 2005-2015, donc la stratégie touristique a un peu évolué, l'image a changé, on a vu qu'on avait conforté l'offre commerciale. On peut maintenant travailler sur ce qui est vraiment le fondement de l'offre havraise, donc le patrimoine mondial, l'impressionnisme, parce que l'impression soleil levant, c'est Le Havre. Cette lumière de l'estuaire a attiré de nombreux peintres impressionnistes, les premiers photographes, etc. Elle est toujours là, malgré effectivement le rétrécissement du champ du cours de la Seine, mais les lumières sont toujours là. Et c'est un vrai atout pour cette ville, et bien sûr la mer et le port. Donc voici le centre reconstruit. On aperçoit au premier plan le musée Malraux, la capitainerie. On aperçoit bien... alors,
c'est facile de parler comme ça. Donc la capitainerie. Ici, une petite île qu'on appelle Saint-François-en-Île, sur lequel le plan d'Auguste Perret ne s'est pas appliqué. Quand Auguste Perret a eu la commande pour la reconstruction de la ville, il y a eu un tollé local parce que, évidemment, il fallait construire la ville comme avant, ou quasi. Ce n'était pas du tout le propos d'Auguste Perret. Donc une concession a été faite pour répondre à cette pression locale qui est, sur cette île, de construire un peu plus régionaliste avec des pans, des toits à pans coupés, alors que le reste de la ville est en terrasse. On aperçoit ici la bourse, la passerelle construite par Gillet, et puis on voit bien la costière. Et pendant que je suis sur cette image, je vais vous parler un petit peu quand même de la transformation de la ZPPAUP en ZPR, parce que donc cette dernière étape de cette dernière dans le temps étape de protection de ce patrimoine de la reconstruction a beaucoup travaillé sur les espaces naturels. C'est un peu tendance, mais il est temps qu'on s'y attache. Sur les cônes de vue qu'on a vraiment les constructions d'Auguste Perret donnent sur des cours intérieures qui étaient des zones de circulation. Alors, avec les problèmes de la sécurité à l'heure actuelle, les propriétaires ont tendance à fermer leurs cours, qui ne sont plus des zones de passage, mais il n'empêche qu'elles sont encore plantées. Il y a des voitures qui parfois s'y mêlent, mais bon, on essaie quand même de maintenir et d'entretenir ces espaces verts. Et puis toutes ces toitures n'étaient pas protégées. Et donc il est inscrit maintenant dans le nouveau texte de protection qu'on doit protéger les toitures, les harmoniser. On pourra éventuellement les végétaliser, mais au moins les gravillonner, parce qu'on a de tout le haut de la ville une vue sur ce centre reconstruit. Donc on travaille ce qu'on appelle la 5e façade pour avoir vraiment non pas une anarchie sur les terrasses, mais quelque chose de plus régulé. Donc ça, c'est pour vous dire qu'au fur et à mesure des ans, évidemment, les choses évoluent et que c'est l'expérience et puis voilà, la réflexion du temps qui fait que de nouvelles mesures sont prises en considération. Donc ça, c'est Impression Soleil Levant sur l'avant-port du Havre. Il est d'ailleurs, dans le cadre des 500 ans, revenu au MUMA au mois de septembre. C'était une grande affaire. Et puis, bien sûr, le port. Aujourd'hui, donc, nous filons... Oh ben, j'ai parlé vite. Hein. Aujourd'hui, nous filons vers le futur. Alors, le Havre, c'est la locomotive. Cette locomotive, c'est le patrimoine inscrit à l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Mais pas que. Donc, depuis de nombreuses années, les visites qui sont mises en œuvre par Ville d'Art et d'Histoire concernent le patrimoine ancien sauvegardé. Donc on dira que ça concerne l'ensemble de la ville. On a un autre pôle qui est tout à fait important, c'est le pôle de la construction du XXIe siècle, pour lequel on a un public non négligeable qui vient, intéressé par ces architectes comme Nouvel, Chemetov, Viguier, etc., des dernières années, des années 2000 et sur le XXIe siècle. Donc ça, c'est un autre aspect qu'on commence à systématiquement valoriser, sur lequel on fait des circuits, etc. C'est une ville, Le Havre, qui évolue considérablement. On est dans Réinventer la Seine, où tout un axe du port ancien, qui donc n'est plus en exploitation à l'heure actuelle, va être dédié à l'enseignement supérieur, autour de bassins. Donc il va y avoir des constructions et des offres d'équipements qui vont être flottants. On a Sciences Po Asie qui est installée au Havre, on a des antennes de l'université, etc., des écoles de logistique. Donc en fait, on a un pôle d'enseignement supérieur qui vivifie ce qui est ce qu'on pourrait appeler le centre ancien maintenant, qui est cette partie du 19e siècle sur laquelle des grandes campagnes de restauration sont en cours et qui est appelée à devenir vraiment un quartier également de vie au Havre. Il faut savoir que Le Havre n'a pas un seul centre, mais en a plusieurs. Donc il y a le centre
Perret, et puis il y a le centre ancien autour de ce qu'on appelle la place Danton. Donc ça, c'est le Havre pilote. On organise aussi beaucoup de déplacements sur le Havre portuaire, au bord de Seine. Et au bord de la Seine, on a tout un espace naturel qui est conservé. Donc, la réflexion que le tourisme a à l'heure actuelle, et pas que, c'est comment faire que les touristes aient plaisir à rester encore plus longtemps. Donc, le Havre a une offre très conséquente, mais l'idée est de travailler avec l'Interland, avec le plateau de Caux. J'ai dû mettre une carte. Voilà. Alors, ce nouveau territoire englobe Étretat, en fait, c'est 3 EPCI. C'est la Coda, Pointe-de-Caux Estuaire et puis la Comcom Cricto. Donc on a dégagé, et ici, sur ce territoire-là, on va avoir l'extension du label Ville d'Art en Pays d'Art. Et on a essayé de dégager, alors on est vraiment sur le plateau de Caux, hein, avec les falaises. On a dégagé des thématiques de valorisation. Donc nous, on est dans l'architecture 20e, 21e siècle. On est la première ZUP de France. Ce n'est pas très travaillé encore, mais il faudra y penser. À côté du Havre se trouve la ville de Gonfreville-Lorcher, qui se trouve à peu près là, qui a cru dans les années 70, au moment du boom économique, avec l'arrivée de Renault, avec le développement de l'économie pétrolière, etc. Donc qui offre aussi une architecture intéressante du XXe siècle. Donc cette zone, c'est l'archéologie et le médiéval, avec un parcours des abbayes, tout le patrimoine naturel dont je vous parlais. Bien sûr, là, on est dans la campagne, dans les champs, dans les vaches, dans les clos masures. Il y a des vestiges militaires du mur de l'Atlantique. Et puis, on a le balnéaire, qui n'est pas mentionné, mais sur la ville d'Étretat, ainsi que ces falaises qui font entrer cette commune dans la problématique du patrimoine naturel. Alors, voilà, donc la nouvelle stratégie touristique, c'est faire vivre tous les patrimoines, les animer, les rendre attractifs, faire découvrir et pratiquer l'aspect maritime du territoire. Alors ça, c'est tourisme. Moi, ce n'est pas complètement mon rayon, mais c'est-à-dire qu'il faut lier à la fois la connaissance patrimoniale et une utilisation ludique qui puisse justifier, enfin, tous les publics ne viennent pas exclusivement pour la valorisation patrimoniale. Donc renforcer la capacité de la destination à générer à court et à long terme et travailler la complémentarité des différentes échelles de la destination. Ça nous concerne beaucoup plus. Donc, comme nous le disions, on a l'architecture moderne et contemporaine. Tiens, je peux vous montrer une chose sur cette vue-là, qui a été une dérogation au plan d'Auguste Perret à l'origine et qui est une erreur. Auguste Perret avait prévu sur cette partie-là, ça c'est le boulevard François Ier, la fameuse église Saint-Joseph. Auguste Perret, sur son plan d'origine, avait prévu d'aligner les immeubles en biais le long du boulevard. Et en fait, sur cette zone-là, se trouvaient des chantiers de construction navale que la collectivité a souhaité conserver, voilà, sur laquelle elle n'a pas voulu faire de concessions. Ils ont fermé très peu de temps après, mais c'est comme ça. Ce qui fait qu'on a aligné les immeubles là, et en fait, ça empêche le franchissement. Alors qu'il y avait, d'ailleurs, on envisage de revenir dessus et éventuellement de faire sauter une barre qui se trouve derrière l'église Saint-Joseph là, parce qu'Auguste Perret avait travaillé depuis la gare et boulevard de Strasbourg et l'avenue Foch pour arriver jusqu'à la Porte Océane, une grande percée visuelle. Et non, c'est pas là, je suis pas là. Je suis pas sur l'avenue Foch, là elle existe, la percée visuelle. Il l'avait conçue le long du bassin du commerce, c'est-à-dire là, le long de l'église Saint-Joseph, et là maintenant on tombe sur un bloc. Et en fait l'idée est de réouvrir là pour pouvoir avoir la visée sur la mer. Donc à pratiquer, moi qui suis havraise, je peux vous dire que c'est vraiment un obstacle. Et Auguste Perret avait bien pensé la ville, c'est dommage qu'on n'ait pas appliqué à la lettre son projet d'origine. Donc j'étais en train de parler voilà, alors ça sont nos belles falaises du Pays de Caux, les clos masures, le patrimoine industriel qui est non négligeable. On conserve au Havre
un patrimoine industriel tout à fait conséquent et un patrimoine maritime. Et on s'aperçoit qu'il y a une forme de tourisme très conséquent, à la fois pour le patrimoine industriel et pour le patrimoine maritime en tant que tel, c'est-à-dire les quais, les bassins, les ponts, voilà. Donc on est en train de créer un EPCC pour valoriser tout cela à partir de l'héritage de French Line, les paquebots et la vie à bord, mais aussi à partir des éléments techniques et du travail sur la marine marchande avec la logistique, etc., qui renvoie au port actuel. Donc, un des grands axes, développer la croisière. On entend ça beaucoup, mais Le Havre peut absorber un certain nombre de croisiéristes. Le Havre, donc, c'est un grand port, donc ça facilite l'arrivée. Ça, c'est le plus grand navire de croisière qui a été inauguré de la MSC, qui a été inauguré cet été. Magnifica, mais c'est Miraglia qui doit être aussi du même type. Donc les croisiéristes débarquent par milliers. Voilà, 330 000 passagers en 2016 et plus en plus nombreux au fil des ans. Nous ne sommes pas comme à Venise, donc on peut les absorber. Voilà, il faut quand même cependant s'adapter. Alors, c'est un public qui ne fréquente pas tellement les établissements patrimoniaux et culturels. L'appartement témoin n'est pas très visité, heureusement, parce que la jauge est à 19, parce qu'on est quand même dans un immeuble habité. Donc, il faut respecter les voisins, etc. Et puis, on a les normes ERP, donc c'est 19 personnes, pas plus. Donc, pour absorber une cargaison de croisiéristes, ça serait grandement difficile. Le musée Malraux est un petit peu fréquenté par ce type de public, mais pas énormément. Donc pour le moment, c'est vraiment la ville, l'urbain, les bâtiments, l'église Saint-Joseph, cet emblème, qui attire ces touristes-là. Un été au Havre, donc la ville prend de la notoriété au fur et à mesure des années. Au début, juste après l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, on avait beaucoup un public dit expert, c'est-à-dire les écoles d'architecture, les architectes, etc. Et au fil des ans, on a un public beaucoup plus mêlé. On a un public familial qui vient l'été, donc on voit que la durée de séjour augmente également. Et les établissements culturels jouent les uns avec les autres. C'est-à-dire que le MUMA a une politique d'exposition rigoureuse qui lui amène son propre public. Et les gens venant au Havre en profitent pour voir le reste. Dans ce même écho, on a fêté les 500 ans de la création du Havre cette année. Le directeur artistique en a été Jean Blaise. Et donc, le GIP qui a été créé a installé de l'art contemporain dans la ville, des pièces qui vont demeurer et d'autres qui vont disparaître, certaines vont rester parce qu'elles ont été plébiscitées par le public et que donc on réfléchit à ne pas générer de frustration. Je n'ai pas mis énormément d'images. Vous avez ici la catène de conteneurs de Ganivet, donc le conteneur, le Havre premier port conteneur, voilà. Et puis derrière le navire de croisière Aïda. Et puis sur la droite, l'église Saint-Joseph avec une œuvre de Ciao Ciotta qui s'était bien intégrée à la proposition. Donc on a eu cet été, bien entendu, un taux de fréquentation tout à fait conséquent. Et Ville d'Art et d'Histoire et l'appartement témoin ont eu une hausse de 105% de visiteurs, dont 80% en plus d'individuels. Un boom lié à la communication faite autour de cet événement. Mais l'événement ne suffit pas en lui-même. Hein. Ça aurait pu, malgré la communication, ça aurait pu faire une espèce de flop quand même, ce qui n'a pas été le cas. Et pour le spectacle de Royal Deluxe, on a eu plus de 6 000 visiteurs. Non, 600 000. 6 000, 600 000 600 000, voilà, c'est mieux. Oui, 6 000, ça ne fait pas beaucoup, voilà. Alors, oui, donc c'est ça, 600 000 en 2 jours. Donc voilà, la politique de la valorisation de la ville va à petits pas mais efficace.
C'est-à-dire que parfois, on a la visite voilà, de collectivités qui souhaiteraient obtenir le label patrimoine mondial pour une raison ou pour une autre. Enfin, là, voilà, parce que c'est une vraie reconnaissance. Et il faut dire, mais un dossier, ça ne se monte pas comme ça. Un dossier, c'est l'aboutissement d'une vraie démarche, d'une vraie réflexion. Ce sont des années de travail. Et voilà, c'est pas clip-clap, le dossier est bien monté, on obtient le label. Absolument pas. Donc c'est vraiment, c'est un travail sur une actualité. C'est pas un enfermement du patrimoine, c'est vraiment une réflexion actuelle sur un patrimoine qui peut être ancien, mais qui vit dans son actualité et qui justifie, au regard effectivement de son apport au niveau mondial, cette reconnaissance, mais voilà, qui vit son temps. Et que l'on respecte et que l'on met en valeur. Donc le Havre, de ce point de vue-là, je crois, est assez... joue bien la carte qui lui est demandée. Il l'a joué bien avant, puisque cette idée de l'inscription est née après que les travaux de valorisation aient été mis en œuvre. Les outils de protection donc, ont évolué, ça c'est très important. Et au fur et à mesure, on parlait de la reconnaissance des habitants qui avaient un peu de mal à comprendre que leur ville soit si remarquable. Maintenant, quand ils entendent les langues étrangères pratiquées dans la ville, quand ils voient les gens se promener, chercher, avoir le plan, quand ils sont sollicités pour orienter les uns les autres, etc., sentent qu'il s'est passé quelque chose et sont très fiers maintenant d'habiter leur ville. Donc voilà, très fiers qu'on vienne les visiter. Et en ce sens, je pense que l'inscription sur la liste du patrimoine mondial a été vraiment un atout essentiel, mais qui a été bien relayé par les efforts de tous et de chacun. Voilà, je crois que j'ai parlé un peu vite, mais je suis à votre disposition pour les questions éventuelles que vous auriez à poser. Voilà. Bon. On va peut-être mettre une belle image, ça serait mieux. Ah. Oui, vous nous avez dit que les outils de protection avaient changé. Quelle est la protection actuelle? Est-ce qu'il s'agit d'une zone, une ZPPAUP, d'un site inscrit ou d'un secteur sauvegardé? Nous n'avons pas de secteur sauvegardé, on a une... Trop moderne. On a une SPR, et puis on a, c'est-à-dire c'est la ZPPAUP transformée en AVAP, et maintenant avec la loi LCAP transformée en SPR. Et donc c'est elle qui a évolué. Et on a évidemment la loi LCAP sur les abords des monuments historiques. Sachant que au Havre, les monuments historiques sont essentiellement ceux qui ont été protégés avant la guerre et juste après la guerre et qui concernent les hôtels 18e et les bâtiments qui ont survécu. Là, on attend, ils sont arrivés d'ailleurs, les arrêtés, si. Maintenant sont classés monuments historiques l'église Saint-Joseph, qui n'était qu'inscrite, l'hôtel de ville, deux îlots Isaïe que je vous ai montrés en cours de construction sur une des premières vues, parce que ce sont vraiment les types, hein, je ne sais pas comment on fait plein écran, bon c'est pas grave, ce sont vraiment les types de construction. Voilà, c'est ça. Donc ce sont les îlots V40 et V41. Donc V40 et V41. Voilà, alors ça, V40, V41, avec les cours intérieures. Sur cet îlot-là, en fait, il faudrait, puisque c'est l'ensemble de là on est en cours,
c'est l'ensemble de la place de l'hôtel de ville étant là, qui est tout à fait remarquable, mais ce sont des propriétaires privés. Et tous n'acceptent pas l'inscription MH, parce qu'il faut avoir l'aval de tout le monde, etc. Et sur cet îlot-là, c'est impossible. C'est vraiment dommage, parce qu'on aurait eu le pendant, mais on n'a pas réussi à obtenir l'adhésion pour le moment. On ne désespère pas, ça pourra venir, mais voilà, ça n'a pas été possible pour le moment. Donc on a eu ça en protection récente. Le MUMAN n'est pas protégé au titre des MH, mais on y a encore du travail à faire. Oui, bonjour, je suis une ancienne Havraise, donc ma question va peut-être être un petit peu trop pointue pour certains. Il y a, vous disiez, plusieurs centres-villes historiques au Havre, et on a aussi eu ces dernières années le développement de centres commerciaux, donc Coty, et la mort, entre guillemets, de la rue de Paris, qui est une rue emblématique du projet Perret, où les commerces se sont fermés de plus en plus. Là, l'été dernier, j'ai pu constater aussi la fermeture du bureau de poste au bout de la rue de Paris, en face de la superbe arche du container. Et donc, on a l'impression, quand on vient au Havre, d'avoir une ville un peu à deux vitesses, effectivement, entre ce qui est fait pour les habitants, en termes de vie au quotidien, et puis cet aspect, effectivement, de proposition touristique qui est très valorisée et qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a justement un projet de revalorisation économique de ces espaces désertifiés de la rue de Paris, de l'avenue Foch aussi, où il y a de moins en moins de commerçants? Alors, pour ce qui est de la rue de Paris, c'est effectivement un des facteurs privilégiés, des zones privilégiées dans la réflexion urbaine, puisque le cabinet Michel Desvignes est en charge de la revalorisation de cet espace-là. C'est un espace important, je le soulignais, c'est la façade sud de la ville. Alors, est-ce que je vais le retrouver? C'était où ça? Façade sud, c'était là. Voilà, on va prendre celui-là ou celui-là. Voilà, c'est cet endroit-là. Le MUMA est là. Donc tout le bord de plage est réhabilité. Et donc Michel Desvignes va avoir à travailler sur toute cette zone-là. Sachant qu'ici, on a la pointe de Floride avec les bateaux de croisière et que c'est d'ici la plus belle vue sur la ville reconstruite. C'est vraiment absolument superbe. Donc, effectivement, au moment de la reconstruction, d'abord, l'activité portuaire était là, les remorqueurs se situaient ici. Ensuite, les remorqueurs continuaient à être là, mais on a étendu le quai, là, on a fait un ajout pour accueillir les ferries qui allaient en Grande-Bretagne. Les ferries ne sont plus là maintenant, donc cette esplanade est restée transformée en parking, et sans activité qui justifiait la promenade, parce que les Havrais venaient se promener là quand il y avait les remorqueurs. On prenait la rue de Paris, il y avait effectivement énormément de commerce, et puis on faisait tout le tour comme ça. Et avec cette perte d'activité, cette rue voilà, a perdu toute sa valeur économique, mais c'est en train de revenir. Et donc cet aménagement, qui va être un aménagement de promenade, devrait revivifier, redensifier la partie commerçante de la rue de Paris. En tous les cas, c'est le pari qui est pris. Oui. Bonjour madame, en tout cas vous donnez envie de visiter le Havre. Moi j'habite Saint-Germain-en-Laye, mais c'est vrai que c'était une très belle présentation, très passionnée. Question, qui a porté cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO? Qui a eu cette idée? Est-ce le maire? Qui a eu cette initiative? C'est le maire de l'époque qui était Antoine Ruffnac et qui, en échangeant avec Jean-Jacques Ayagon de Passage au Havre, a trouvé qu'après tout le défi était tout à fait intéressant et que ça serait un bel aboutissement de l'effort qui avait été fourni par tous. Et pour le montage de dossier, donc, il y avait une personne qui ensuite a été à l'AURH technique au sein de la ville, je ne sais plus son prénom, d'Hervillers, je ne sais plus son prénom, qui a donc été la cheville ouvrière de l'équipe, aidée de Vincent Duterte, architecte à la ville, pour monter ce dossier qui a longtemps été jugé comme assez remarquable.
et Joseph Abraham, donc l'historien de Perret, qui a beaucoup œuvré au montage de ce dossier. Donc c'est vrai que ça n'était vraiment pas dans les esprits au tout départ. C'est le fruit du travail qui a fait que, après tout, cette ambition n'était pas démesurée. Voilà. Merci. J'en profite pour déjà remercier l'ICOMOS France, parce que l'ICOMOS France a bien appuyé ce dossier que je connais très bien. Alors, ma question par rapport à la reconstruction, quelle est l'utilisation? Est-ce que Perret a utilisé le ciment armé ou le ciment contemporain? Si on prend l'exemple de Palais Iéna, est-ce que c'est la même chose? Et comment va-t-on penser à la rénovation future de ce secteur? Merci. Eh bien, en fait, la rénovation, elle est en œuvre depuis très longtemps, puisque, effectivement, c'est du béton armé avec du métal, enfin, le terme m'échappe, enfin, les tiges, c'est du béton armé avec des fils métalliques. Hein. Je ne sais plus pourquoi ça m'échappe, et comme ils sont relativement près de la surface, sur tout ce qui est angle, etc. Les ferraillages rouillent à l'intérieur et font sauter le béton. Mais ça fait on est en 17, depuis les années 80, on restaure le béton Perret. Donc, ce qui fait la richesse du béton Perret, c'est la qualité des granulats. Alors, c'est le système poteau-poutre, hein, donc on a les poteaux en béton qui peuvent être travaillés de façon différente, et puis on a le remplissage, et sur ces remplissages, il a utilisé des bétons avec des granulats très différents, de couleurs, et certains bétons sont colorés dans la masse. Et cette ville que j'ai connue, puisque j'y suis née, que j'ai connue toute petite, était une ville qu'on qualifiait de grise, c'est aussi pour ça qu'on l'appelait Stalingrad-sur-Mer, parce qu'effectivement, on ne la voyait pas très... D'abord, c'était la reconstruction, il n'y avait pas un arbre. Ça aussi, une ville minérale, entièrement minérale. Et puis avec le chauffage au charbon, au pétrole, la pollution de la zone industrielle, etc., c'est l'explication que je peux en donner, je pense que la ville était devenue un peu homogène dans un ton ciment quelconque. Et avec ces restaurations-là, on découvre une ville en couleur. On voit que tous les panneaux sont différents les uns des autres, que certains bâtiments sont plus rosés, d'autres un petit peu plus couleur mastic, etc. Et on a mis vraiment au point maintenant la technique de restauration de ces bétons, parce qu'effectivement, chaque béton est différent. Je n'ai pas amené ça parce que ce n'était pas l'objet de l'intervention. Par exemple, sur le lycée Raoul Dufy, qui est en cœur de ville, il y a eu une extension, il y a eu de la restauration de béton. C'est l'entreprise qui a fait la première partie de la restauration, tout a été démonté derrière parce que ça ne donnait pas satisfaction. Et il a fallu repartir dans le travail et dans la recherche jusqu'à arriver à obtenir quelque chose qui donne satisfaction. Mais maintenant, les entreprises sont tout à fait calées et il n'y a plus de problème sur la restauration des bétons. Il y en a tout le temps. Enfin, voilà. Tout est remis, non pas à neuf, mais en état de fonctionner et d'être conservé, du moins. Bonjour, merci. Vous avez beaucoup parlé des stratégies de la ville pour développer le tourisme international. Et ma question, c'est de savoir quelles sont les stratégies que la ville a mis en place pour développer le tourisme local, donc pour faire sortir et faire visiter les habitants de cette ville donc qui n'arrivaient pas à s'approprier, vous l'avez mentionné avant, et quelles sont les initiatives et notamment comment est-ce que les populations les plus jeunes sont-elles prises en compte dans ce problème-là, elles qui n'ont pas connu la ville du Havre à l'époque? Eh bien, c'est le service Ville d'art et d'histoire qui est porteur de cette démarche-là. Alors, on travaille beaucoup avec les écoles pour les enfants en âge scolaire. On commence à travailler sur son environnement, c'est-à-dire que les gamins qui peuvent être aussi dans les quartiers alentours, on commence à travailler sur l'environnement premier de l'enfant, et puis après, on l'amène en centre-ville. Donc il y a quand même une connaissance du principe de circulation, de ce qu'est une maison, un immeuble, le nombre d'étages, etc., etc. Et après, on amène en cœur de ville pour arriver à découvrir ce lieu, voilà, en harmonie. Pour ce qui est de la population, on fait des visites ouvertes à tous. Et effectivement,
C'est une démarche volontaire et on sait bien que le premier problème, c'est l'acte de socialisation. Comment s'inscrire, comment franchir la porte, etc. Donc on accueille beaucoup de personnes en réinsertion, etc. Et puis, oui, c'est à peu près ça. Oui. On ne fait pas énormément... on n'est pas tellement liés aux activités qui peuvent être liées par exemple aux fêtes de quartier ou des choses comme ça. Ça n'a pas été la priorité donnée. On passe vraiment par le scolaire. Hein. Parce qu'il y a le problème de l'équipe aussi. On n'est pas très nombreux dans cette équipe. Alors les guides, mais c'est pareil, les guides, il faut qu'ils soient formés. Hein. On ne s'improvise pas guide, c'est un peu particulier. Donc voilà, il y a aussi une question, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc effectivement, la population locale, elle est invitée. Mais ce n'est pas la population la plus défavorisée ou qui ne fait pas la démarche première qu'on va toucher directement, ça c'est clair. Et en général, pensez-vous que dans la population qui visite les musées, est-ce que c'est plus une population locale ou plutôt des touristes qui viennent visiter Le Havre et qui veulent du coup connaître l'histoire de cette ville, ou est-ce que ce sont justement des personnes qui vivent dans cette ville qui ont envie de la découvrir encore plus ? Pour ce qui concerne les musées, il y a le service des publics a une politique beaucoup plus grande que celle de Ville d'Art et d'Histoire en faveur de la population locale. Et puis, il y a effectivement des touristes qui viennent pour la programmation proposée, hein, ça c'est sûr. Mais pour ce qui est de la population locale, il y a peut-être... C'est-à-dire que le service Ville d'Art et d'Histoire, il accède à cette population-là à travers le collectage de témoignages, par exemple. Là, on arrive à avoir avec le bouche à oreille, des ramifications et aller. Mais ce n'est pas une politique pour la visite, voilà. C'est plutôt dans un contexte particulier. Par exemple, en 1944, quand on a travaillé sur la résilience, on a fait faire des films, etc. Il y a eu donc, par exemple, les démineurs pendant la guerre, c'était tous des gens de couleur. Les Allemands, l'armée allemande choisissait des gens de couleur pour aller désamorcer les bombes qui tombaient, qui n'étaient pas sautées, etc. Donc on a fait un film autour de ça avec les témoignages des enfants, etc., etc. Donc par ce biais-là, on a énormément de monde. Ce colloque de 1944 a eu un écho très, très, très important. Mais voilà, ça se fait comme ça au coup par coup sur des thématiques particulières. En matière de réhabilitation, de restauration, de sauvegarde, est-ce que le label inscription de la ville à l'UNESCO donne possibilité d'avoir des subventions, vu que le ministère de la Culture n'en a plus du tout ? Non, l'inscription sur la liste du patrimoine mondial n'apporte pas de financement particulier pour les collectivités ou les biens reconnus. Mais effectivement, cet écho fait que ce ne sont pas des biens quelconques. Donc, effectivement, ça peut faire que le dossier de demande de subvention soit regardé. C'est un atout supplémentaire. Mais ça n'amène pas d'argent directement. Oui, ce n'est pas une question, ça serait pour répondre à la question précédente de la jeune femme sur la politique, je veux dire, d'appropriation par les habitants. Peut-être citer l'exemple auquel je pense de la politique d'Édouard Philippe, qui est l'ancien maire de la ville du Havre, comme vous le savez tous, en termes de lecture publique et la transformation de ce bâtiment emblématique construit en centre-ville par l'architecte brésilien Niemeyer, voilà, son nom m'échappait, et qui est aujourd'hui une magnifique médiathèque ouverte et qui a un succès énorme apparemment. Donc ça aussi, c'est peut-être aussi une façon de faire venir un public qui n'est pas à même avec le patrimoine, surtout contemporain, dans un lieu en lui trouvant une activité nouvelle et qui attire effectivement une population importante et qui a des actions envers le public jeune très développées, envers les scolaires notamment. Oui, tout à fait. Effectivement, la transformation de cet espace, de cette salle de la scène nationale en médiathèque, puisqu'il y avait un problème entre la vie de nuit et la vie de jour, je ne peux pas tout vous... Mais venez au Havre, découvrez cet espace-là. C'est devenu un espace touristique, ce bâtiment-là.
Ça n'est pas qu'un espace de bibliothèque, c'est vraiment un espace touristique. Les gens viennent visiter, ressortent. Effectivement, la politique de lecture publique mise en œuvre par Édouard Philippe, maire du Havre, est absolument remarquable. Et c'est effectivement l'usage a fait que ça peut être pour chacun l'occasion de s'approprier aussi une partie du patrimoine. Bon, malheureusement, nous allons être obligés de terminer ce moment de rencontre tous ensemble. C'était une conférence très très intéressante, très passionnante. Et pour ICOMOS, c'est vraiment formidable parce que le Havre est le... Excusez-moi, j'ai un reste de grippe. Le Havre, c'est vraiment le laboratoire concret de toutes les idées sur lesquelles on travaille et qu'on développe. Donc, moi, j'en ai noté plusieurs, mais enfin, bon, il y en a encore beaucoup. La première idée qui me vient à l'esprit, si vous voulez, c'est quand même de voir à quel point l'effet patrimoine mondial est quelque chose d'absolument fulgurant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va classer patrimoine mondial toutes les cités de France, hein, bien évidemment, mais enfin, c'est quand même tout à fait un exemple intéressant. Ça, c'est le premier axe de réflexion que ça m'inspire, votre exposé. Le deuxième, c'est vraiment très intéressant pour nous, c'est la question de la résilience, parce que nous qui sommes en train de travailler sur le problème de la reconstruction au plan mondial, puisqu'on est confronté de partout dans le monde actuellement à des destructions, soit du fait de guerres, soit du fait de catastrophes naturelles, la question de la reconstruction se pose. Alors là, c'est quand même très intéressant, parce que finalement, on s'aperçoit que certains ont voulu reconstruire à l'identique des parties du Havre qui l'ont été, puis d'autres parties du Havre ont été reconstruites par Auguste Perret. Et finalement, c'est les parties qui étaient contestées, qui étaient reconstruites de façon moderne par Auguste Perret, qui maintenant sont motrices pour la ville du Havre. Donc c'est vraiment un axe de réflexion très, très, très intéressant pour nous. Le troisième point intéressant aussi, c'est que j'imagine que, ça on l'a un petit peu évoqué, pas suffisamment à mon avis, c'est que pour arriver à ce succès-là, à ce résultat-là, il a fallu la confluence quand même de dynamisme, de volonté de faire ensemble, de partenaires extrêmement différents, que ce soit les collectivités territoriales ou d'autres partenaires. Ça serait aussi un sujet vraiment à développer, parce que ça ne se fait pas que par la volonté d'Antoine Ruffnac, point barre. J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui s'est développée autour de ce projet-là. Bon, c'est un encouragement formidable, parce que l'architecture du XXe est souvent décriée, souvent adulée, mais aussi souvent décriée, que pour les populations, c'était quelque chose de difficile à comprendre. Vous avez dit vous-même qu'elles étaient les premières surprises, que leur ville ait été appréciée. Ce phénomène, on le rencontre par exemple aussi dans le bassin minier, qui est classé patrimoine mondial. Les gens du bassin minier se graquent la tête en se demandant bien, diable, pourquoi on a classé ce secteur-là patrimoine mondial. Alors il y a énormément de valeurs et de choses à mettre en avant. Et c'est vraiment un creuset d'expériences, et le point focal où se rencontrent toutes nos réflexions. C'est une expérience tout à fait passionnante. Le dernier point que je voulais noter, c'est les populations. Alors bon, c'est très amusant de voir comment finalement on prend un peu le train en marche. On est on s'interroge, et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'on regarde son propre patrimoine d'une façon différente. Et ce que je trouve, ça c'est une réflexion tout à fait personnelle, mais bon, qui me permet un petit peu de conclure, ce que je trouve tout à fait amusant en ce moment en France, c'est que beaucoup de villes sont un peu de villes, je ne sais pas combien il y a d'habitants au Havre, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne le sais pas, moins de 200 000. Alors c'est une ville, je ne sais pas si c'est une ville, vous dites moyenne, grande moyenne, moyenne, on va dire une belle ville moyenne. Il y a beaucoup de belles villes moyennes en France qui ne sont pas bien du tout, hein, qui ont vraiment des vrais problèmes. Et là, on s'aperçoit que cette ville-là, qui n'était pas forcément celle qui avait le plus d'atouts au départ, s'en sort très bien. Et moi, je suis très étonnée aussi, et c'est un petit peu la même démarche. Je vais beaucoup en Bretagne, et il y a la ville de Brest qui est exactement dans la même situation que Le Havre, puisqu'elle a été complètement démolie. Alors, il y a Brest qui a été reconstruit, dont on peut dire que c'est la Stalingrad de l'Ouest, là. Et puis, il y a Quimper, qui est une ville très jolie, très
machin, avec les maisons à colombage, machin, toute ancienne, etc. Et tout, très belle cathédrale et tout ça. Et entre les deux villes, laquelle est la plus dynamique et laquelle est la plus va de l'avant en ce moment, c'est plutôt Brest. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit mouvement là où les villes modernes, les villes du 20e, commencent à avoir le vent en poupe? Je termine sur ces réflexions tout à fait personnelles en vous rappelant que notre implication en faveur du patrimoine 20e se continue avec notre colloque sur le béton, 24 et 25 novembre à Grenoble. Allez sur notre site pour prendre connaissance du déroulement de ce colloque et des visites qui vont avec. Et n'hésitez pas à nous contacter, nous téléphoner. Si vous voulez vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tous.